me demandaient d'aller le chercher avec ma voiture et de leur accompagner caché à l'arrière. Je leur ai préparé des petits dîners aux chandelles. Je voulais tout faire pour qu'elle soit heureuse. Quand elle sortait avec Asnat Khan, ils allaient souvent dans des clubs de jazz, le Ronnie Scott, le Jazz Café à Camden. Et elle avait l'habitude d'y aller déguisée. Elle portait une longue perruque noire. Personne ne savait que c'était Diana. Mais ces rendez-vous incognito ne vont pas pouvoir durer bien longtemps. Au bout de quelques mois, la rumeur de la relation entre la princesse et ce chirurgien d'origine pakistanaise commence à enfler. Pour Asnat Khan, la perspective de se faire harceler par les paparazzis est tout simplement inenvisageable. Il a pris conscience que sa vie serait bouleversée s'il devenait le compagnon officiel de la princesse Diana, la femme la plus célèbre du monde. Et pour lui, c'était tout simplement inenvisageable. La relation a échoué parce qu'il ne voulait tout simplement pas de cette médiatisation, il ne voulait pas de cette notoriété. Il voulait exercer tranquillement la profession qu'il avait choisie. Diana a été dévastée par sa décision. À l'été 1997, Diana se retrouve seule. Elle peine à se remettre de sa rupture avec Asnat Khan et a du mal à faire des projets. Elle ne sait même pas où elle va partir en vacances avec ses deux fils, Harry et William. Elle a les enfants à garde en juillet. Il faut les protéger, donc il y a évidemment les services secrets, mais elle voudrait quand même quelque chose de sûr. Elle veut pas que les Windsor lui reprochent quoi que ce soit, évidemment, avec les héritiers de la couronne. Au départ, elle devait se rendre en Amérique pour passer les vacances avec un ami qui avait fait fortune dans l'aéronautique. Mais on l'a averti que là-bas, sa sécurité et celle de William et Harry ne pourraient pas être garanties. Dans l'impossibilité de partir aux États-Unis, Diana doit trouver un plan B. Un endroit qui permettrait à ses enfants de passer des vacances dans un cadre idyllique, tout en garantissant leur sécurité. C'est alors qu'elle reçoit l'invitation d'un certain Mohamed Al-Fayed. Mohamed Al-Fayed est un personnage sulfureux qui a acheté Harrods avec de l'argent sale provenant du sultan de Brunei, mais aussi Mohamed Al-Fayed a été lié aux marchands d'armes proche-orientaux. Et il est tellement sulfureux que les Britanniques vont lui refuser la nationalité malgré ses milliards, malgré ses lourds investissements dans ce pays. Mohamed voulait se rapprocher de Diana par tous les moyens. Alors, comme Diana était marraine du ballet national anglais, Mohamed leur a fait un don très généreux, ce qui lui a permis d'être présenté à Diana. Par la suite, ils sont devenus amis parce que Mohamed avait tout fait pour ça. Et elle adorait Mohamed. Elle le trouvait très amusant. Un jour, elle m'a dit « Il peut être tellement vilain ». Elle aimait son côté provocateur. Mohamed contrôlait l'empire Harrods. Il possédait toutes les boutiques. Je me souviens que la princesse disait souvent « Dieu habite au 5e étage de chez Harrods », parce que c'est là que se trouvait le bureau de Mohamed Al-Fayed. Et chaque fois que nous allions chez Harrods, la princesse devait d'abord passer au 5e étage pour lui rendre hommage. Il lui avait même offert une carte de crédit illimitée chez Harrods qui lui permettait de s'acheter tout ce qu'elle voulait dans cet immense magasin. Mohamed Al-Fayed a alors une idée derrière la tête. Il rêve de voir son fils unique, Dodi, se mettre en couple avec Diana, la célibataire la plus convoitée au monde. Cet homme voulait à tout prix que son fils épouse une princesse royale. Comme ça, il deviendrait un jour le grand-père par alliance du futur roi d'Angleterre. C'est une sacrée promotion pour un homme d'affaires égyptien un peu sulfureux. Voilà quel était le rêve ultime de Mohamed Al-Fayed. Pour lui, devenir ami avec la princesse de Galles était une immense victoire. Pour renforcer leur lien, il l'a donc invitée en vacances avec les enfants. Il a acheté exprès un immense yacht pour pouvoir l'inviter en vacances. Il a dépensé environ 10 millions de dollars, rien que pour ça. Le 11 juillet 1997, Diana embarque avec William et Harry à bord d'un jet privé affrété par le milliardaire égyptien, destination l'aéroport de Nice. Au petit port de Saint-Laurent-du-Var, ils embarquent à bord du Johnny Cole, le yacht de Mohamed Al-Fayed, qui va jeter l'ancre dans le golfe de Saint-Tropez. Quand elle va rejoindre le yacht, le Johnny Cole qu'a acheté Mohamed Al-Fayed va demander à son fils Dodi d'aller rejoindre Diana là-bas pour lui
tenir compagnie. Dodi la traitait comme une princesse, et je pense qu'il est probablement le seul homme à l'avoir jamais traitée ainsi. Je connaissais Dodi assez bien, et il savait se montrer charmant avec les femmes. Il les comblait de cadeaux, il les faisait rire, et il les emmenait avec lui dans des endroits magnifiques. Et même si je pense que Diana n'était pas du tout amoureuse de lui, je crois vraiment qu'elle aimait passer du temps avec lui. Au total, William et Harry vont passer 15 jours avec leur mère à bord du yacht de la famille Al-Fayed. Le 26 juillet, ils disent au revoir à leur maman. Ils doivent partir rejoindre leur père à Balmoral en Écosse. Diana se retrouve donc toute seule avec Dodi Al-Fayed. Une solitude toute relative. À quelques centaines de mètres, que ce soit sur les côtes tropéziennes ou à bord de bateaux pleins à craquer, les paparazzis sont en embuscade, à l'affût du moindre cliché. Les paparazzis se déchaînent, c'est un été de fournaise, c'est un été de fou. Tous les jours, des nouvelles photos apparaissent, la presse se déchaîne. Diana, elle joue le jeu. De temps en temps, elle sort, elle se met en place, on la photographie assis, on voit ses longues jambes. Elle dit, bon, vous prenez des photos, elle se jette dans la mer, elle nage, etc. On la voit comme on ne l'a jamais vue. Cet été-là, Diana a été paparazzée sous toutes les coutures, dans tous les maillots de bain possibles, dans toutes les situations possibles. Et c'était limite pas too much, mais on a bien senti qu'elle acceptait de se laisser photographier. On se souvient tous de Diana assise au bout du plongeoir, dans son maillot de bain bleu, avec une mouette qui passe au-dessus d'elle. Et si Diana accepte aussi volontiers de s'exhiber et de jouer le jeu, ce n'est pas simplement pour faire plaisir aux photographes. En réalité, elle cherche à assouvir une petite vengeance personnelle. C'est le feuilleton de la presse 97, mais c'est un feuilleton voulu par Diana. Pourquoi? Parce que pendant l'été 97, on l'a oublié, mais Camilla fête ses 50 ans. Charles veut absolument mettre Camilla en avant, et Diana a bien compris l'astuce, et donc c'est elle qui va se mettre en avant avec ses tenues, avec ses maillots de bain sur le yacht, à Saint-Tropez, en faisant du jet ski. Il va y avoir que des unes pendant l'été 97 sur Diana et elle seule, et quasiment rien sur Camilla, aux grandes dames et à la grande fureur évidemment de Charles. Le prince Charles voulait organiser une grande fête pour les 50 ans de Camilla. Et Diana a délibérément tenté d'éclipser cet événement en faisant la une des journaux. Elle savait que le fait d'être avec Dodi, qui était un mondain et un personnage un peu sulfureux, contribuerait à attiser la curiosité de la presse. Mais Diana ne fait pas tout cela uniquement pour se venger de Charles et de Camilla. Elle a une autre idée derrière la tête. Notamment lorsqu'elle se fait volontairement photographier en train d'embrasser Dodi sur le yacht. Elle n'a jamais envisagé une relation avec Dodi. Elle le trouvait stupide. En réalité, elle voulait rendre Asnat Khan jaloux. C'est pour ça qu'elle a fait exprès de se montrer sur le bateau. C'est même elle qui a téléphoné aux photographes pour leur dire « Allez-y,